Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier notre premier et seul exemple de fonction qui ne va pas être Riemann intégrable. C'est la fonction qui est définie sur l'intervalle 0,1 fermé, qui vaut 0 si x est un rationnel, et qui vaut 1 si x n'est pas un rationnel. Donc 0 si x est une fraction, si x peut s'écrire sous forme de fraction, et 1 sinon. Alors, pour montrer que cette fonction est pas Riemann intégrable, on va commencer par montrer certaines propriétés de l'ensemble des rationnels et de l'ensemble des irrationnels. Et on va commencer par montrer que si j'ai un réel qui n'est pas rationnel, alors je peux néanmoins l'approcher par des rationnels. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là qu'on va trouver une suite de rationnels un qui convergent vers x. Alors, comment on va faire ça? Comment est-ce qu'on pourrait trouver une suite de rationnels? Donc prenons déjà notre irrationnel x. Donc x, un irrationnel. Et on va essayer de trouver une suite de rationnels. Donc je note appartenant à Q puissance grand N, Q puissance grand N. De manière générale, quand on a un ensemble X, X puissance grand N, c'est l'ensemble des suites de X. Et là, du coup, ça veut dire ensemble des suites de rationnels. Donc ne soyez pas surpris par cette notation. On cherche donc une suite UN de rationnels qui tend vers X. Comment on va faire ça? Alors, munissez-vous de votre irrationnel préféré. Moi, c'est pi, c'est pas un rationnel. Et pi, du coup, il a par contre un développement décimal. Donc, tous les réels ont un développement décimal. Et donc ça, on ne va pas en avoir besoin, mais vous vous en souvenez peut-être, les rationnels ont un développement décimal qui est soit fini, soit périodique. Pi, par contre, à nouveau, comme vous le savez peut-être, a un développement décimal, tout ce qu'il y a de pas fini et de pas périodique. Certains disent même que dans les décimales de pi se trouve certainement votre numéro de téléphone. Alors, pi, du coup, il a un développement décimal qui, de façon célèbre, commence par 3,14, 15, etc. Comment est-ce qu'on pourrait trouver une suite de fractions qui s'approche de pi? Alors, ce qu'on va faire, puisqu'on doit approximer pi, c'est qu'on va l'approximer à partir de son développement décimal. On va faire des développements décimaux de plus en plus précis qui s'approchent de pi. Donc, une approximation assez grossière de pi, c'est de dire pi, c'est à peu près 3. Bon, 3, c'est un rationnel, c'est facile à calculer, mais c'est pas super précis. On pourrait faire mieux en disant pi, c'est plus proche de 3,1. Et 3,1, c'est aussi un rationnel. On peut l'écrire 31 dixièmes. On peut faire mieux que ça. On peut approcher pi, et c'est généralement ça qu'on fait d'ailleurs, par 3,14. Et 3,14, c'est aussi un rationnel. C'est 314 centièmes. Et je pense que vous commencez à me voir venir. En fait, à partir du développement décimal de pi, on peut construire comme ça une suite qui fait les développements de décimaux à l'ordre 1, 2, 3, de plus en plus élevés, et qui donc approche de plus en plus près de pi. Donc là, on a envie de mettre 3 petits points et de considérer que c'est clair, mais évidemment, c'est pas ça le travail. Quelle est la formule, du coup, qui permet de passer de pi à cette suite d'approximation? U0, c'est 3. En fait, du coup, c'est la partie entière de pi. U4, c'est 3,1. Alors, comment on pourrait écrire ça? On a déjà vu que partie entière, en fait, pour un réel positif comme celui-ci,
Ça nous permet, comme le nom l'indique, de garder ce qui est avant la virgule, la partie entière du nombre, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et d'enlever en quelque sorte la partie décimale. Là, pour avoir 3,1, on a d'abord décalé la virgule d'un cran, après on a enlevé tout ce qui était décimal derrière, et puis après on redivise par 10 pour enlever à nouveau, pour remettre la virgule à sa place. 31 dixièmes, donc c'est en fait 31, c'est la partie entière de 10 fois pi. On commence par multiplier pi par 10 pour déplacer la virgule un cran plus loin. On enlève tout ce qui dépasse, le 0,415, tout ça. Et après, on redivise par 10 pour remettre la virgule en place. Donc en fait, U1 ici, c'est la partie entière de 10 fois pi. Je multiplie pi par 10, j'enlève ce qu'il y a après la virgule, et après je redivise par 10. U2, pour avoir une décimale de plus, on multiplie par 100 pour décaler la virgule de 2 crans, on enlève tout ce qu'il y a après, donc le 0, 15, etc. Et on redivise par 100, donc ça fait 314 à ce stade, et on redivise par 100 pour remettre la virgule à sa place. Donc U2 ici, c'est la partie entière de 100 fois pi, divisé par 100. Et devinez qui c'est U3, je ne vais pas vous faire le sketch, c'est la partie entière de 1000 fois pi divisé par 1000. Et comme je trouve ça un peu long, je vais écrire ça 10 puissance 3 fois pi divisé par 10 puissance 3. Ce qui nous donne l'idée d'utiliser la suite UN. Donc pour mon exemple ici, avec pi, la suite qui marche, il semblerait que ce soit UN égale partie entière de 10 puissance n fois pi divisé par 10 puissance n. Donc c'est assez astucieux, c'est pas évident d'y penser, mais une fois qu'on le voit, je trouve que c'est assez joli. Cela dit, là, on n'a pas techniquement montré que cette suite-là est en dévers pi. On a juste l'impression que, vu que les approximations sont de mieux en mieux, ça devrait marcher, quelque chose comme ça. Alors, on va le montrer, puis on va le montrer plus généralement, avec non pas pi, mais notre x générique qui appartient pas à q. Là, on va poser un, la même suite, partie entière de 10 puissance nx divisé par 10 puissance n, et on va vérifier que c'est bien une suite de rationnels qui tend vers x. Donc notons, pour tout n dans grand N, un égale partie entière de 10 puissance n x divisé par 10 puissance n. Si on fait ça, un est un rationnel, puisque partie entière de 10 puissance nx c'est un entier, 10 puissance n c'est aussi un entier. Un entier divisé par un entier, c'est un rationnel. Et de plus, par définition de la partie entière, pour tout n, on a partie entière de 10 puissance n x qui est inférieur ou égal à 10 puissance n x qui est inférieur strictement à partie entière de 10 puissance n x plus 1. Vous vous rappelez, la partie entière, elle est définie par l'entier tel que x, la partie entière de, mettons, un réel a, c'est l'entier tel que a est compris entre partie entière de a et partie entière de a plus 1. C'est l'entier qui est juste en dessous de a. Et du coup, si je divise par 10 puissance n, un, partie entière de 10 puissance n x divisé par 10 puissance n, c'est plus petit que x, qui est lui-même plus petit que partie entière de 10 puissance n x divisé par 10 puissance n plus 1 sur 10 puissance n. Évidemment, ici, c'est un, et ici aussi. Donc si je soustrais un de chaque côté, j'obtiens que
x moins un est compris entre 0 et 1 sur 10 puissance n. Or, 1 sur 10 puissance n, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc par encadrement, on obtient que x moins 10 puissance n, ça tend vers 0. X moins un, pardon, pas x moins 10 puissance n, pas du tout. X moins un tend vers 0, donc x tend vers un. Pardon, un tend vers x. Et ça répond à notre première question. On a trouvé une suite de rationnels qui tend vers x et qui est donnée comme ça par les approximations successives de x par son développement décimal. Et c'est tout ce qu'on nous demandait dans cette question. Alors, à la deuxième question, on va cette fois prendre un rationnel x et montrer que x plus racine de 2... Excusez-moi. Que x plus racine de 2 sur n tend vers x. Bon, bah ça a l'air beaucoup moins technique. Hein. Racine de 2 sur n, devinez quoi, ça tend vers 0. Donc x plus racine de 2 sur n, bah, ça tend vers x plus 0. Racine de 2 sur n tend vers 0. Donc x plus racine de 2 sur n, et ben ça tend vers x. X plus racine de 2 sur n, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Vn. Et ça nous fait une suite qui tend vers x. Alors évidemment, c'est pas ça qui est intéressant dans cette question, hein, le fait que Vn tende vers x. Ce qui est intéressant, c'est que, du coup, si x appartient à l'ensemble des rationnels, alors Vn n'y appartient pas. Parce que si Vn était un rationnel et x était un rationnel, alors bah, Vn moins x serait un rationnel. C'est-à-dire racine de 2 sur n serait un rationnel, et ça c'est pas possible, racine de 2, c'est pas un rationnel. Donc, Vn n'appartient pas à Q. Parce que s'il appartenait à Q, on aurait racine de 2 sur n qui serait égale à x moins Vn qui appartiendrait aussi à Q, parce que la soustraction de deux rationnels, c'est un rationnel. Et du coup, en multipliant par n, racine de 2 appartiendrait à l'ensemble des rationnels, et ça, c'est pas possible. Donc si on suppose que Vn appartient à Q, on obtient quelque chose de faux, donc Vn, pour tout n, il n'appartient pas à l'ensemble des rationnels. Et du coup, ce qu'on a obtenu, par symétrie avec la question 1, on a obtenu que pour tout irrationnel, on pouvait trouver une suite de rationnels qui tend vers lui, et à la question 2, on a montré que pour tout rationnel, il existe une suite d'irrationnels qui convergent vers ce rationnel. Donc pour tout rationnel x, il existe une suite d'irrationnels qui tend vers x. Qui convergent vers x. Donc, à quoi ça nous sert ces deux questions? En fait, ça montre que quelque part, dans R, je pense que vous en doutez déjà,
les rationnels et les irrationnels, ils sont vraiment mélangés. Ils ne sont pas isolés les uns des autres. Parce que ce qu'on a montré, c'est que si vous avez un irrationnel, il y a un rationnel qui est très proche de lui. Si on prend n suffisamment grand ici, on peut se rapprocher de l'irrationnel x autant qu'on veut. C'est ça que ça veut dire, un tend vers x. Et si x est un rationnel, alors on peut trouver un irrationnel qui est très proche de lui. Donc les rationnels et les irrationnels, ils sont vraiment très mélangés, on ne peut pas les isoler. Et ce qui veut dire que pour la fonction f, là, qui vaut 0 sur les rationnels et 1 sur les irrationnels, on ne peut pas vraiment la dessiner du coup, cette fonction, parce que elle n'arrête pas de changer de valeur sur R. Dès qu'il y a un point où elle vaut 0, il y a un point tout près où elle vaut 1, et tout près de ce point qui vaut 1, il y a un point qui vaut 0, et du coup elle oscille très très fort. En fait, elle est continue nulle part, cette fonction, on peut le montrer. Et c'est ça, en fait, cette discontinuité absolument furieuse de la fonction f qui va faire qu'elle ne va pas être Riemann intégrale. Alors pour montrer ça, on a besoin d'un dernier résultat préliminaire qui va découler des deux premières questions. On va montrer que dans n'importe quel intervalle ouvert, il y a un rationnel et il y a un irrationnel. Montrer que I inter Q, c'est pas l'ensemble vide, ça revient à dire montrer qu'il y a un rationnel qui est dans cet intervalle, et montrer que I inter R privé de Q est non vide, ça veut dire montrer qu'il y a un irrationnel qui est dans l'intervalle I. Donc allons-y. Soit donc I un intervalle ouvert non vide. Ça veut dire que A est strictement plus petit que B. On va commencer par montrer que... On va faire les deux d'un coup. Montrons que, d'une part, il existe un X dans l'ensemble des rationnels qui appartient à I, et il existe un Y dans l'ensemble des irrationnels qui appartient aussi à I. Donc dans I, on va montrer qu'il y a au moins un rationnel et au moins un irrationnel. S'il y a un rationnel, ça veut dire que I inter Q est non vide. Donc c'est bien ça qu'on nous demande. Et s'il y a un irrationnel, ça veut dire que I inter R privé de Q est aussi non vide. Alors, comment on va faire ça? Donc on a notre intervalle I, et on cherche à l'intérieur un rationnel et un irrationnel. Alors pour ça, on va partir d'un point dont on est sûr qu'il est dans I. Alors on ne peut pas prendre les bornes, parce que c'est un intervalle ouvert, les bornes sont exclues, mais un point qu'on est sûr qu'il est dans I, c'est le milieu. A plus B sur 2. Je vais l'appeler C comme centre, le milieu de l'intervalle. Je vais appeler petit m comme milieu, tenez. Hop, petit m. Donc, le milieu de l'intervalle, il appartient à I, et il y a deux possibilités, soit il est rationnel, soit il est irrationnel. Donc, si je note m égale A plus B sur 2, il appartient à I. Hop là, je vais mettre ça au-dessus, c'est la notation que je vais donner à M. Et le premier cas, c'est si M est un rationnel. Dans ce cas, première observation, j'ai trouvé un X tel que X est dans Q et X appartient à I. Donc I inter Q est non vide puisque I inter Q contient M. Il ne reste plus qu'à trouver un irrationnel qui serait dans cet intervalle. Alors comment on va faire ça? On va utiliser la question 2. Si m
M est un rationnel, on a vu à la question 2 qu'il y a une suite d'irrationnels, que je vais représenter ici en orange, une suite Vn, qui tend vers petit m. À la question 2, on a montré que si m est un rationnel, il y a une suite d'irrationnels qui tend vers lui. Mais si la suite Vn tend vers m, il faut qu'elle puisse se rapprocher de m, et donc pour pouvoir se rapprocher de m, il faut que la suite Vn rentre dans l'intervalle. Il n'y a pas le choix. La suite Vn ne peut pas rester en dehors de l'intervalle AB si elle tend vers le centre de l'intervalle. Mais Vn, du coup, à partir d'un certain rang n0, la suite Vn, à partir de ce rang n0, c'est plutôt ici d'ailleurs, elle appartient à l'intervalle I, et comme tous les termes de la suite sont irrationnels, Vn0 aussi est irrationnel, et donc Vn est à la fois dans I et dans R' de Q, et c'est ça qu'il nous faut. Alors, il n'y a plus qu'à écrire ça proprement. Comment on va faire ça? On va utiliser la définition de la convergence. La définition de la convergence, c'est que si on choisit une longueur, à partir d'un certain rang, la distance entre Vn et petit m va être inférieure à cette longueur. Et c'est quelle longueur qu'on va prendre? La distance entre m et le bord de l'intervalle, c'est-à-dire b-a sur 2. L'intervalle il est de longueur b-a, donc son rayon, en quelque sorte, c'est b-a sur 2. Donc écrivons ça proprement. D'après la question 2, il existe une suite Vn telle que pour tout n, Vn est un irrationnel. Et Vn tend vers petit m. Mais du coup, si j'applique la définition de la convergence de Vn vers petit m avec epsilon égale b-a sur 2, donc si j'applique la définition de la convergence de Vn vers m donc elle me dit, si tu prends n'importe quel epsilon positif, la définition de la convergence me dit, si tu prends n'importe quel epsilon positif, je te trouve un rang n0 à partir duquel Vn moins m est plus petit que ce epsilon que tu as choisi. Et du coup, je vais choisir epsilon égale b-a sur 2, parce que d'après mon dessin, quand Vn est proche de m à une distance moins que b-a sur 2, alors Vn est dans l'intervalle. Alors on va vérifier que tout marche bien. La définition de la convergence me donne un rang n0 dans n, tel que pour tout n plus grand que n0, Vn moins m est plus petit que b-a sur 2. En particulier, Vn0 moins m est plus petit que b-a sur 2. Et ça, si on développe la valeur absolue, ça nous dit que Vn0 moins m est plus petit que b-a sur 2 et plus grand que moins b-a sur 2. Autrement dit, Vn0 il est plus grand que m moins b-a sur 2,
est plus petit que m plus b moins a sur 2. Et c'est le moment de se rappeler qui c'est m. M, c'est a plus b sur 2. Et du coup, Vn0, il est compris entre a plus b sur 2 moins b moins a sur 2 et a plus b sur 2 plus b moins a sur 2. Et ça se simplifie, hein. On a a plus b moins b plus a sur 2, donc ça fait 2a sur 2, ça fait a. Les b se simplifient, il ne reste plus que 2a sur 2. Et ici, on a a plus b moins a, donc les a se simplifient, il reste 2b sur 2, c'est-à-dire b. Et du coup, Vn0, il appartient à AB, et d'un autre côté, il appartient aussi à R privé de Q, donc I inter R privé de Q est non vide. Donc si M est un rationnel, bah du coup I inter Q est non vide, et on peut montrer aussi que I inter R privé de Q est aussi non vide. Alors le deuxième cas, c'est le cas où M est un irrationnel, mais en fait ça va se passer exactement de la même façon. Si M est un irrationnel, ça nous dit que déjà I inter R privé de Q est non vide, puisque ça contient M. Et d'un autre côté, à la question 1, on a trouvé une suite qui va tendre vers petit m, une suite de rationnels qui va tendre vers petit m. Donc en fait, le cas numéro 2, ça va ressembler beaucoup au cas numéro 1. D'ailleurs, je vais juste le recopier ici. Comme ça, si j'arrive à l'aligner. Voilà, hop. Et on va voir ce qu'il faut changer. Déjà, je vais mettre les changements en un bleu un peu plus clair. Comme ça, on les verra. Si M appartient à R privé de Q, alors qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on peut dire, c'est que dans ce cas-là, M, du coup, il appartient à I inter R privé de Q. Donc I inter R privé de Q est non vide. Ça, c'est la première moitié de ce qu'on devait montrer. D'autre part, d'après la question 1, cette fois, il existe une suite UN, on l'avait appelée, bon, le nom n'est pas très important, mais on avait appelé ça la suite UN, de rationnels qui tend vers, vers petit m. Pardon. Donc il existe une suite UN, telle que pour tout n, UN appartient à l'ensemble des rationnels, et UN tend vers M. Et en fait, le dessin, ça va être exactement le même. Au bout d'un moment, pour tendre vers M, UN va devoir rentrer dans l'intervalle I, et pour le montrer, j'utilise la définition de la convergence de UN vers M, toujours avec le même epsilon, et j'obtiens un rang à partir duquel UN-M est plus petit que B-A sur 2, et en faisant exactement le même calcul, j'obtiens que, en particulier, UN0, c'est un terme de la suite qui appartient à l'intervalle AB. Donc UN0 appartient à AB, UN0 c'est un rationnel, donc I inter l'ensemble des rationnels est non vide. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment exactement la même chose. I inter Q aussi est non vide.
Et donc dans tous les cas, que m soit un rationnel ou que m soit un irrationnel, dans n'importe quel intervalle ouvert, même tout petit, il y aura au moins une fraction et au moins un irrationnel. C'est pas possible de trouver un intervalle tellement petit qui contient que des fractions ou un intervalle tellement petit qui contient que des irrationnels. Pourquoi ça nous aide à montrer que la fonction f n'est pas Riemann intégrable? Donc on commence à s'approcher de ça avec la question 4. On nous demande de montrer que i-2f égale 0 et i plus 2f égale 1. Alors c'est qui déjà i-2f? Donc i-2f et i plus 2f, on va rappeler les deux dans la foulée. i-2f, c'est ce qu'on obtient quand on calcule pour toutes les subdivisions, donc on a appris à calculer pour une subdivision sigma de l'intervalle 0,1. Vu qu'ici on travaille sur l'intervalle 0,1. On peut calculer i-2f sigma. Vous vous rappelez l'idée, c'était que i-2f sigma, c'était une approximation de f, de l'aire sous la courbe de f par des aires de rectangle par en dessous. Donc on subdivise et on approche la courbe de f par des rectangles par en dessous. Si je fais ça pour chaque subdivision sigma possible de l'intervalle 0,1, donc je prends toutes les façons possibles de débiter mon intervalle 0,1 en un nombre fini de sous-intervalles, tous les découpages en 2, 3, 4, 18, 121 sous-intervalles, et pour chacun de ces découpages, je calcule i- de f sigma. Et je mets toutes ces approximations par en dessous dans un sac. I- de f, c'est le sub de ce sac. Donc c'est quoi l'idée derrière? C'est que I- de f sigma, c'est toujours un peu en dessous du résultat qu'on veut obtenir. I- de f sigma, c'est une approximation par des rectangles par en dessous, donc il y a toujours une petite erreur, il y a toujours un petit bout d'air qui manque entre f et I- de f sigma. Mais d'un autre côté, si je les fais toutes, même les plus fines possibles, et que je mets tout ça dans un sac, le sup, en quelque sorte, c'est une sorte de passage à la limite pour approximer, c'est la meilleure approximation possible, en quelque sorte, de l'aire sous la courbe, et donc ça devrait nous donner l'intégrale. I plus 2f sigma, c'est la même chose, mais au lieu d'approximer par en dessous l'aire sous la courbe, je l'approxime par au-dessus, avec I plus 2f sigma. Et pareil, pour toutes les subdivisions possibles, je calcule I plus 2f sigma. Du coup, l'aire que j'obtiens quand je fais I plus 2f sigma, elle est toujours légèrement trop grande. Et pour avoir la meilleure approximation possible par le haut, je prends l'inf de toutes les approximations supérieures pour toutes les subdivisions possibles. Et f est Riemann intégrable si, quand j'approxime par le haut et par le bas, comme ça, j'obtiens la même chose. Si I plus 2f égale I moins 2f, alors f est Riemann intégrable. C'est la définition de la Riemann intégrabilité, telle qu'on l'a définie, en tout cas dans ce cours. Et du coup, ici, on nous demande de montrer que pour la fonction indicatrice des irrationnels, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la fonction qui vaut 1 sur les irrationnels et 0 sur les rationnels, en fait, I moins 2f, ça va être 0, et I plus 2f, ça va être 1, et donc ils ne sont pas égaux, vous aurez remarqué, et donc la fonction f ne sera pas Riemann intégrable. Donc montrons ça, montrons que I moins 2f égale 0. Donc il faut qu'on montre que le sub de cet intervalle, ici, il vaut 0. Alors pour se donner une idée, on va regarder à quoi ça ressemble un I moins 2f sigma pour une subdivision sigma quelconque. Donc, soit sigma, une subdivision de 0,1, je ne sais pas quelle subdivision, régulière, pas régulière, n'importe. Je prends une subdivision quelconque de 0,1, n'importe laquelle, vraiment. Et je calcule I moins de f sigma. Alors la définition de I moins de f sigma, la formule, c'est je fais la somme sur chaque sous-intervalle de
l'inf de f sur ce sous-intervalle, donc la plus petite valeur que prend f sur le sous-intervalle xi plus 1 fois xi plus 1 moins xi. La largeur, en gros, du sous-intervalle. Donc ça, c'est une aire de rectangle. Là, vous imaginez un rectangle qui va jusqu'à juste en dessous la fonction f sur l'intervalle xi plus 1. Ça, c'est sa hauteur. Et sa largeur, bah, c'est xi plus 1 moins xi. Et vous faites ça pour tous les petits sous-intervalles. Ça vous fait un paquet d'aires de rectangle. Vous faites la somme, ça fait I moins de f sigma. Alors, maintenant, c'est qui l'inf de f sur xi plus 1 ? Bah, xi plus 1, c'est un intervalle ouvert. Donc, d'après la question 4, 3, pardon, la question 3, la question qu'on vient de faire. Dans xi plus 1, il y a au moins un rationnel. xi plus 1 intercu et non vide. Du coup, il existe un x dans xi plus 1 intercu. Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais du coup, f de x égale 0. Parce que f, par définition, si vous regardez la définition de f de x égale 0 si x est un rationnel. Et pour tous les autres t entre xi et xi plus 1, bah f de t, ça vaut soit 0, soit 1. Dans tous les cas, c'est toujours positif. Donc 0, c'est la valeur minimale de f sur ce sous-intervalle. Donc l'inf de f sur xi plus 1, pour chaque i, ça va être 0. D'ailleurs, je m'aperçois que ma notation n'est pas super, parce qu'ici, on a l'impression que c'est le même x pour tous les i, alors que non, hein, du coup, je vais l'appeler plutôt qi. Voilà. Pour chaque intervalle xi plus 1, il y a un rationnel qi qui vit dedans. En qi, du coup, la fonction vaut 0, et sur tous les autres points du sous-intervalle, bah, soit elle vaut 0 parce qu'il y a un autre irrationnel, soit elle vaut 1. Dans tous les cas, elle est positive, donc 0, c'est la plus petite valeur, c'est l'inf de f sur ce sous-intervalle. Mais du coup, si je reviens à i moins de f sigma, i moins de f sigma, du coup, c'est la somme pour i allant de 0 à n, moins 1, de 0 fois xi plus 1 moins xi. Puisque l'inf de f, là, il vaut toujours 0. Bah, du coup, ça fait 0. Et donc, i moins de f sigma, quelle que soit la subdivision sigma, ça fait 0. Donc, si je prends tous les i moins de f sigma possibles pour toutes les subdivisions possibles, bah, en fait, ça vaut toujours la même chose. D'habitude, quand on a une fonction f, si on change de subdivision, on n'obtient pas la même valeur pour i moins de f sigma. C'est ce qu'on avait observé dans les 3 exercices précédents. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, en fait, quelle que soit la subdivision, i moins de f sigma, ça ne devient pas plus précis, ça ne devient pas différent, ça fait toujours 0. Et du coup, i moins de f, qui est le sup de cet ensemble, bah, c'est le sup de singleton 0. Et ça fait 0. Faisons la même chose avec les i plus de f. Donc si sigma, à nouveau, est une subdivision de l'intervalle 0,1,
eh ben, I plus de F sigma, c'est cette fois la somme des xi plus 1 moins xi fois le sub de F sur l'intervalle xi plus 1. Alors, il n'y a plus qu'à déterminer c'est qui le sub de f sur xi plus 1. Mais il va se passer la même chose que juste avant. Hein. Pour tout i entre 0 et n-1, cette fois, il va y avoir un irrationnel dans xi plus 1. Puisque c'est un intervalle ouvert non vide, il va y avoir un irrationnel dedans. Et ça, c'est ce qu'on a appris à la question 3. Donc si cet irrationnel, il y en a plusieurs, hein, mais si on prend, du coup on peut prendre yi, un irrationnel entre xi et xi plus 1. Et en yi, la fonction, du coup, elle vaut 1, puisque f de x égale 1 dès que x est un irrationnel. Et pour tous les autres points de l'intervalle xi plus 1, bah, f de t, ça vaut soit 0, soit 1. Dans tous les cas, c'est plus petit que 1. Donc 1, c'est la plus grande valeur que prend f sur cet intervalle. Donc le sub de f sur xi plus 1, ça fait 1. Et du coup, si je remplace là-dedans, j'obtiens que I plus de F sigma est égal à la somme de 1 fois xi plus 1 moins xi. Mais ça, la somme des xi plus 1 moins xi, donc le 1 évidemment il ne fait rien, hein, la somme des xi plus 1 moins xi, du coup ça nous fait x1 moins x0 plus x2 moins x1 plus x3 moins x2 jusqu'à xn moins xn moins 1. Et ça, c'est une somme télescopique. Tous les termes vont se simplifier sauf le premier et le dernier. Il nous reste donc xn moins x0. Et comme sigma, c'est une subdivision de 0,1, xn égale 1 et x0 égale 0. C'est les bornes de l'intervalle. Quand on fait une subdivision, le premier point, c'est la borne de gauche et le dernier point, c'est la borne de droite. Donc là, ça me fait 1 moins 0. Du coup, l'ensemble de tous les i plus de f sigma pour sigma n'importe quelle subdivision, à nouveau, c'est la même chose qu'au coup d'avant, c'est la même chose que pour les i-. D'habitude, quand on a une fonction raisonnable, quand on change de subdivision, ça change la valeur de i plus de f sigma. Et là, c'est pas le cas. Quelle que soit la subdivision qu'on choisisse, ça fera toujours 1. Donc en fait, dans cet ensemble, l'ensemble de toutes les approximations i plus de f sigma par le haut, là, il n'y a que 1. Et du coup, i plus de f, qui est l'inf de cet ensemble, est égal à 1. Et là, il ne nous reste plus qu'à conclure. Hein. I plus de f, du coup, c'est pas pareil que i moins de f. Et donc, par définition de la Riemann intégrabilité, f n'est pas Riemann intégrable. Sur l'intervalle 0,1. Et c'est vraiment notre exemple phare de fonction qui oscille énormément, qui du coup n'est absolument pas continue, ni monotone, ni en escalier. Hein. Et donc, elle ne va pas être Riemann intégrable. Parce qu'elle oscille trop fort et que du coup, si on essaye de caler des rectangles au-dessus et des rectangles en dessous, ça se passe très mal parce qu'il y a trop d'oscillations. L'année prochaine, vous verrez
une nouvelle façon de calculer les intégrales, qui est arrivée un siècle plus tard à peu près, c'est l'intégrale de Monsieur Lebesgue, et vous verrez qu'il faut adapter un petit peu la construction qu'on a fait pour l'intégrale de Riemann. C'est aussi pour vous préparer à ça qu'on passe du temps en cours notamment sur la construction de l'intégrale avec les subdivisions, etc. Ça peut vous sembler un peu abstrait, tout ça pour obtenir la relation de Chasles, alors qu'on n'est pas surpris par la relation de Chasles, mais c'est plutôt pour vous entraîner pour cette meilleure intégrale que vous verrez l'année prochaine, qui vous permettra de calculer les intégrales, même de fonctions furieusement oscillantes comme celle-ci. Mais pour cette année, on va s'en tenir à ce constat d'échec, que la fonction implicatrice des irrationnels n'est pas Riemann intégrable. Et on va donc s'arrêter là pour cet exercice.